avant même de commencer. Écris dans les commentaires « Certaines douleurs traversaient le temps ». Ça peut sembler étrange maintenant, mais ça prendra tout son sens. Ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose qui pourrait ébranler ce que tu crois sur la mémoire, le pardon et sur ce qui nous lie au-delà de cette vie. Peut-être qu'un jour tu as ressenti cette impression bizarre, comme si quelque chose en toi portait une blessure dont tu ne te souviens pas, une colère sans origine, une tristesse sans raison. Et si certaines douleurs ne venaient pas de cette vie, mais d'avant? Cette histoire a un début qui glace le sang, un milieu qui bouleverse et une fin qui libère. Et peut-être qu'en chemin, tu reconnaîtras quelque chose en toi. Et même si tu penses avoir compris où tout ça mène, attends. Ce qui se passe dans les dernières minutes peut tout changer. Si cette histoire te touche, laisse un like et abonne-toi. Parce qu'ici, ce n'est pas juste pour regarder, c'est pour ressentir, réfléchir et avancer ensemble. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui se souvient d'être mort dans le Colisée romain. Maman, j'ai déjà vécu avant. Je me souviens du sable rouge, des cris et du lion qui m'a dévoré. Ces mots, prononcés par un enfant de 4 ans, vont bouleverser à jamais la vie d'une mère qui ne croyait ni au destin, ni aux vies antérieures. Mais quand les souvenirs de son fils commencent à révéler des détails impossibles à connaître, elle devra affronter une vérité qui transcende le temps lui-même. La nuit était tombée sur Paris depuis des heures, mais Aureliane Vesperini ne parvenait pas à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond de sa chambre, l'esprit tourmenté par les paroles de son fils. Archéologue de renom, spécialisée dans la Rome antique, elle avait passé sa vie entière à étudier les civilisations disparues, à déterrer des fragments du passé, enfouis sous des couches de poussière et d'oubli. Mais jamais, au grand jamais, elle n'avait cru aux histoires de réincarnation ou de vies intérieures. Pour elle, la mort était une fin définitive, un point final sans retour possible. Pourtant, depuis plusieurs semaines, Cassien, son petit garçon de 4 ans à peine, ébranlait toutes ses certitudes. Tout avait commencé par des cauchemars, des hurlements qui déchiraient le silence de la nuit, des pleurs inconsolables qui l'acquéraient brusquement du sommeil. Aureliane se précipitait dans la chambre de son fils, le trouvait recroquevillé dans ses draps trempés de sueur, le visage marqué par une terreur qu'aucun enfant de son âge ne devrait connaître. Elle le prenait dans ses bras, le berçait doucement, murmurait des mots apaisants contre ses cheveux blonds encore humides. « Ce n'est qu'un cauchemar, mon cœur. Maman est là. Tu es en sécurité. » Mais Cassien ne se calmait pas immédiatement. Ses petits doigts s'agrippaient au pyjama de sa mère avec une force désespérée, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses yeux bleus, d'ordinaire si lumineux et rieurs, restaient fixés sur un point invisible dans l'obscurité de la chambre, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait percevoir. Ce soir-là, quelque chose avait changé. Cassien s'était réveillé en sursaut vers 3 heures du matin, mais cette fois, il n'avait pas simplement pleuré. Il s'était redressé dans son lit, le regard perdu dans le vide, et avait prononcé une phrase qui avait glacé le sang d'Aureliane. « Le lion m'a tué dans l'arène, maman. J'ai senti ses crocs sur ma gorge. Le sable était rouge de mon sang. » Aureliane avait senti son cœur arrêter. Elle s'était approchée de lui lentement, comme si elle craignait de briser un moment fragile et irréel. « Cassien, mon chéri, qu'est-ce que tu racontes ?» L'enfant avait tourné son visage vers elle, et dans ses yeux, elle avait vu quelque chose d'ancien, de profond, de bouleversant. Ce n'était plus le regard innocent d'un petit garçon de 4 ans. C'était celui de quelqu'un qui avait connu la souffrance, la trahison, la mort. « J'étais là-bas, maman. Dans le grand rond avec les colonnes, il y avait des gens partout qui criaient, et le lion, il courait vers moi. » Aureliane passa les jours suivants dans un état de confusion totale. Elle tentait de se convaincre que l'imagination débordante de Cassien était simplement le fruit de dessins animés ou de livres d'images qu'il aurait pu voir sans qu'elle s'en rende compte. Mais au fond d'elle-même, quelque chose ne collait pas. Son fils n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour l'histoire romaine. Elle prenait soin de ne jamais ramener son travail à la maison, consciente que les images de gladiateurs et d'arènes sanglantes n'étaient pas appropriées pour un enfant de son âge. Pourtant, les cauchemars continuaient, et avec eux, les détails s'accumulaient. Un matin,
Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Cassien était assis à la table de la cuisine, un crayon à la main, griffonnant sur une feuille de papier. Aurélienne jetait des coups d'œil distraits dans sa direction, tout en versant du lait dans son bol de céréales. Mais quand elle s'approcha pour voir ce qu'il dessinait, son souffle se coupa net. Sur la feuille, tracée avec une précision troublante pour un enfant de 4 ans, se trouvait le Colisée. Pas une simple esquisse enfantine de cercles approximatifs, mais une représentation détaillée de l'amphithéâtre, avec ses arcades superposées, ses entrées voûtées et même l'arène centrale parfaitement ovale. Cassien avait même dessiné de petites silhouettes dans les gradins, et au centre, une forme allongée sur le sable. « Cassien !» La voix d'Auréliane tremblait. « Où as-tu vu ça ?» L'enfant levait les yeux vers elle, son expression étrangement sereine. « C'est là où j'étais, maman. C'est là que le lion est venu. » Auréliane sentit ses jambes se dérober sous ses pieds. Elle s'assit lourdement sur la chaise à côté de son fils, incapable de détourner le regard du dessin. Comment était-ce possible ? Comment un enfant qui n'avait jamais mis les pieds en Italie, qui n'avait jamais ouvert un livre sur Rome, pouvait-il dessiner le Colisée avec une telle exactitude ? Elle décida de le tester. Sans un mot, elle se leva et se dirigea vers son bureau. De ses dossiers professionnels, elle sortit plusieurs photographies. Des images de différents amphithéâtres romains, des arènes de Nîmes, de Vérone, d'Arles et bien sûr, du Colisée. Elle les mélangea soigneusement et revint s'asseoir près de Cassien. « Mon chéri, peux-tu me montrer où tu étais dans ton rêve ?» Sans hésitation, le petit doigt de Cassien se posa immédiatement sur la photographie du Colisée. « Là, c'est là !» Le cœur d'Auréliane battait à tout rompre. Elle pointa une autre photo. « Et celle-ci ? Non, pas celle-là, c'est pas pareil. » Il avait raison. C'était l'arène de Nîmes, beaucoup plus conservée, mais architecturalement différente. Auréliane sentait la panique monter en elle. Elle approcha la photo du Colisée plus près de lui. « Tu reconnais quelque chose en particulier ?» Cassien pencha sa petite tête sur le côté, étudiant l'image avec une concentration inhabituelle. Puis son doigt se posa sur l'une des entrées voûtées, celle qui menait directement à l'arène. « C'est par là où je suis entrée. Ils m'ont poussée. Il faisait noir et ça sentait... » Il fronça le nez comme s'il percevait réellement l'odeur. Ça sentait le sang et les bêtes. Et il y avait un homme. Sa voix se brisa légèrement. Un homme avec une marque sur le visage. Il me regardait depuis en haut. Il pleurait. Auréliane sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce ne pouvait plus être possible de nier l'évidence. Quelque chose d'inexplicable se passait avec son fils. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Auréliane. Le jour, elle s'efforçait de maintenir une apparence de normalité, emmenant Cassien à la crèche, assistant à ses réunions de recherche à l'université, analysant des fragments de poterie et des inscriptions latines comme si de rien n'était. Mais la nuit, elle restait éveillée des heures durant, écoutant la respiration de son fils à travers le moniteur pour bébé, craignant le prochain cauchemar, la prochaine révélation. Elle avait commencé à tenir un journal, notant méticuleusement chaque détail que Cassien mentionnait. Les descriptions s'accumulaient. La chaleur étouffante du sable sous ses pieds nus, le rugissement de la foule qui résonnait comme un grondement de tonnerre, l'odeur âcre de la sueur mêlée au sang séché, le poids des chaînes à ses poignets, et toujours, obsédant, le souvenir de cet homme au visage marqué qu'il regardait depuis des gradins supérieurs, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Auréliane avait discrètement consulté plusieurs collègues, posant des questions hypothétiques sur les rituels romains, les condamnations dans l'arène, les détails architecturaux du Colisée que seuls les spécialistes connaissaient. Chaque réponse confirmait l'impossible. Cassien décrivait des éléments authentiques, des détails que même certains historiens ignoraient. Un soir, après avoir couché son fils, elle s'était enfin décidée à franchir une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé traverser. Elle avait ouvert son ordinateur et tapé des mots qu'elle n'aurait jamais cru chercher. Réincarnation enfant, mémoire vies antérieures, régression spirituelle. Les résultats l'avaient submergée. Des centaines de cas documentés, des études menées par des psychiatres respectés, des témoignages troublants d'enfants se souvenant de vies passées avec une précision vérifiable. Parmi tous ces noms, un revenait constamment. Le docteur Elian Corvelis, psychiatre et chercheur spécialisé dans les phénomènes de mémoire transgénérationnelle et de vie antérieure. Basé à Lyon, il avait publié plusieurs ouvrages sur le sujet, documentant des cas où des enfants avaient fourni des informations historiques vérifiables sur des périodes qu'ils n'auraient jamais pu connaître. Auréliane avait longuement hésité, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi du formulaire de contact. Contacter cet homme signifiait accepter qu'elle ne pouvait plus expliquer rationnellement ce qui arrivait à son fils.
Cela signifiait ouvrir une porte vers quelque chose qui défiait tout ce en quoi elle avait toujours cru. Finalement, au bout d'1 heure d'angoisse, elle avait cliqué. La réponse était arrivée 2 jours plus tard. Le docteur Corvélis se montrait intéressé et proposait une première consultation exploratoire sans engagement. « Je comprends vos réticences », écrivait-il. « Je suis moi-même un scientifique avant tout. Mais parfois, la science nous mène vers des territoires inexplorés qui exigent que nous gardions l'esprit ouvert. » C'est ainsi qu'un matin de printemps, Auréliane se retrouva dans sa voiture, Cassien attaché à l'arrière, roulant vers Lyon. Son fils fredonnait doucement, inconscient de l'importance de ce voyage. Elle jetait régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur, observant son petit visage innocent, encadré par ses cheveux blonds et bourriffés. « Maman, où on va ?» demanda soudain Cassien. « On va voir quelqu'un qui pourra t'aider avec tes cauchemars, mon cœur. »« Le monsieur qui écoute ?» Auréliane fronça les sourcils. Elle ne lui avait rien dit du docteur Corvélis. « Comment sais-tu que c'est un monsieur ?» Cassien haussa les épaules avec cette simplicité déconcertante propre aux enfants. « Je le sais, c'est tout. Il a des lunettes et il sent le livre vieux. » Un frisson parcourut l'échine d'Auréliane. Elle serra le volant plus fort et accéléra légèrement. Le cabinet du docteur Corvélis se trouvait dans un vieil immeuble haussmannien du quartier de la Croix-Rousse, niché au 3e étage d'un bâtiment aux murs couleur crème et au balcon en fer forgé. Auréliane gravit les marches en tenant fermement la main de Cassien, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. L'ascenseur était en panne et cette montée lui sembla durer une éternité. Lorsqu'elle sonna à la porte marquée « Docteur E. Corvélis, psychiatrie et recherche transpersonnelle », elle dut se retenir de faire demi-tour. Mais la porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement peignés, portant effectivement des lunettes à monture dorée. Il émanait de lui une présence calme et rassurante. « Madame Vesperini, je présume ?» Sa voix était douce, apaisante. « Et voici Cassien. » Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant sans jamais envahir son espace personnel. « Bonjour Cassien, je suis content de te rencontrer. » Le petit garçon observa le psychiatre avec attention, puis hocha lentement la tête. « Vous sentez les livres vieux comme j'ai dit à maman ?» Le docteur Corvélis échangea un regard intrigué avec Auréliane, puis sourit à Cassien. « Tu as un bon nez. J'ai beaucoup de vieux livres dans mon bureau. Tu veux venir les voir ?» L'intérieur du cabinet était exactement comme Auréliane l'avait imaginé. Des étagères remplies de livres du sol au plafond, un bureau en bois massif encombré de dossiers, et dans un coin, un espace plus confortable avec des fauteuils moelleux et un petit tapis coloré où étaient disposés quelques jouets. Durant la première heure, le docteur Corvélis se contenta d'observer Cassien jouer, posant occasionnellement des questions anodines, établissant un lien de confiance. Auréliane, assise dans un fauteuil à l'écart, racontait à voix basse l'historique complet des cauchemars, des dessins, des révélations troublantes. Le psychiatre écoutait avec une attention soutenue, prenant des notes dans un carnet usé. Quand elle mentionna le nom Marcellus, qu'elle n'avait pas encore évoqué dans son mail initial, car Cassien ne l'avait prononcé que récemment, le docteur Corvélis leva brusquement les yeux. « Marcellus ? Votre fils a mentionné ce nom précis ? » « Oui, il l'a dit plusieurs fois dans son sommeil. Marcellus Tiberius. » Le psychiatre resta silencieux un long moment, son regard passant de l'enfant qui jouait paisiblement avec des cubes de bois à la mère qui le fixait avec inquiétude. « Madame Vesperini, je vais être franc avec vous. En 25 ans de pratique, j'ai rencontré peut-être une quinzaine de cas qui présentaient des caractéristiques similaires à celles de votre fils. Des enfants capables de fournir des détails historiques vérifiables, des noms, des dates, des lieux, mais jamais avec une telle précision à un âge aussi jeune. » Il se leva et se dirigea vers l'une de ses bibliothèques, parcourant du doigt les tranches de livres jusqu'à en extraire un relié de cuir sombre. L'ouvrit à une page marquée d'un signet jauni. « J'ai fait quelques recherches préliminaires après avoir reçu votre message. Marcellus Tiberius n'est pas un nom inventé. » Auréliane sentit sa gorge se serrer. « Vous l'avez trouvé ?»« Dans les archives historiques, oui. Un jeune esclave chrétien, âgé d'environ 12 ans, condamné à la damnatio ad bestias,
condamnation aux bêtes en l'an 203 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Septime Sévère. Il tourna le livre vers elle. Sur la page, une référence en latin suivie d'une traduction. Aurémienne lut, et ses mains se mirent à trembler. Marcellus Tiberius, fils de Gaius Tiberius Maximus, sénateur, condamné pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne, exécuté dans l'amphithéâtre Flavien, dévoré par un lion africain devant une assemblée de citoyens. Les mots dansaient devant ses yeux. L'amphithéâtre Flavien, le nom original du Colisée. Tout concordait, absolument tout. Le silence qui s'installa dans le cabinet était presque palpable. Auréliane fixait la page du livre, incapable de détacher son regard des mots qui venaient de faire basculer sa réalité dans quelque chose d'incompréhensible. Cassien, lui, continuait à jouer tranquillement, empilant ses cubes pour construire ce qui ressemblait étrangement à une arche romaine. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Le docteur Corvélis referma doucement le livre et retourna s'asseoir face à elle. Il croisa les mains sur ses genoux, son regard bienveillant mais sérieux. « Madame Vesperini, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. La science moderne n'a pas encore les outils pour expliquer complètement ces phénomènes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre fils n'est pas le premier enfant à se souvenir d'une vie antérieure avec une telle précision. Le docteur Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a documenté plus de 3000 cas similaires à travers le monde. » Il marqua une pause, observant Cassien qui fredonnait maintenant une mélodie étrange, presque hypnotique. Ce qui est particulièrement troublant dans le cas de votre fils, c'est l'intensité émotionnelle de ses souvenirs. Ce ne sont pas de simples flashs, n'est-ce pas? Ce sont des expériences viscérales, traumatiques. Auréliane hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Il se réveille en hurlant. Parfois, il ne me reconnaît pas pendant plusieurs minutes. Il parle comme quelqu'un d'autre. Comme Marcellus? Oui. Le docteur Corvélis se leva et s'approcha doucement de Cassien. Il s'accroupit près de lui, observant la structure qu'il avait construite. « C'est très beau, Cassien. Qu'est-ce que tu as fait ?» L'enfant leva les yeux vers lui, et pour un instant fugace, son regard semblait porter le poids de siècles. « C'est la porte par où je passais, pour aller voir papa avant. »« Avant quoi, mon grand ? » ?»« Avant qu'il me dise de partir, avant qu'il ne veuille plus me voir. » La voix de Cassien était devenue plus grave, plus posée. Auréliane sentit un frisson la parcourir. Ce n'était plus son fils qui parlait. C'était quelque chose d'ancien, de brisé. Le docteur Corvélis maintint un ton calme et neutre. « Pourquoi ne voulait-il plus te voir ?»« Parce que j'avais honte de lui, parce que j'aimais le Christ plus que Rome, parce que je l'ai déshonoré. » Les cubes tombèrent soudain des mains de Cassien. L'enfant cligna les yeux, comme sortant d'une transe, et regarda autour de lui désorienté. « Maman ?» Auréliane se précipita vers lui et le prit dans ses bras, le serrant fort contre elle. Le docteur Corvélis se redressa lentement, son visage marqué par une expression de profonde concentration. « Madame Vesperini, je pense qu'il est temps d'aller plus loin. Avec votre accord, bien sûr. » Elle leva vers lui un regard inquiet. « Qu'est-ce que vous proposez ?»« Une régression guidée, sous hypnose légère. Cela permettrait à Cassien d'accéder à ses souvenirs de manière plus contrôlée, moins traumatisante. Et surtout, cela nous permettrait de comprendre pourquoi ces mémoires sont si présentes, si douloureuses. Il y a quelque chose de non résolu, quelque chose que l'âme de Marcellus porte encore. » Auréliane serra Cassien plus fort. L'idée de le soumettre à une hypnose la terrifiait, mais en même temps, elle ne pouvait plus ignorer la souffrance de son fils. Chaque nuit était un calvaire, chaque cauchemar le laissait épuisé, vidé. Est-ce sans danger ? Complètement. Je pratique ce type de thérapie depuis des années. L'hypnose pour enfants est très douce, presque ludique. Cassien restera conscient à tout moment et pourra arrêter quand il le souhaitera. Elle regarda son fils. Ses grands yeux bleus la fixaient avec une confiance absolue. « Maman, je veux plus avoir peur la nuit. » Ces mots achevèrent de la convaincre. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, faisons-le. » La séance fut programmée pour la semaine suivante.
Le docteur Corvélis avait insisté pour que ce soit dans un moment où Cassien serait détendu, reposé, et où Aurélienne elle-même se sentirait prête à accompagner son fils dans cette expérience. Elle avait passé ses jours d'attente dans un état d'anxiété permanent, oscillant entre l'espoir que tout cela apporte enfin des réponses et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Le jour venu, le cabinet du docteur Corvélis avait été transformé. Les rideaux filtraient une lumière douce et dorée, des coussins confortables avaient été disposés sur le tapis et une musique apaisante à peine audible flottait dans l'air. Une odeur légère de lavande imprégnait la pièce. « C'est important que Cassien se sente en sécurité », expliqua le psychiatre en les accueillant. « L'hypnose n'a rien de mystérieux ou d'effrayant, c'est simplement un état de relaxation profonde qui permet d'accéder à des souvenirs enfouis. » Cassien semblait curieusement calme. Il s'installa sur les coussins sans hésitation, comme si une partie de lui savait que ce moment était nécessaire. Auréliane s'assit tout près, sa main posée sur l'épaule de son fils, prête à intervenir au moindre signe de détresse. Le docteur Corvélis s'installa face à eux, un enregistreur audio discrètement posé sur une table basse à proximité. Il avait demandé la permission de documenter la séance et Auréliane avait accepté, comprenant l'importance potentielle de ce qui allait se dérouler. « Cassien, tu te souviens du jeu dont je t'ai parlé, celui où on va imaginer que tu es dans un endroit très agréable ?» L'enfant hocha la tête. « On va commencer par respirer ensemble, doucement. Tu vas fermer les yeux et imaginer que tu es allongé sur un nuage tout doux, tout blanc. Tu te sens léger, tranquille. » La voix du docteur Corvélis était mélodieuse, presque hypnotique en elle-même. Progressivement, la respiration de Cassien ralentit. Ses petites épaules se détendirent. Ses paupières se fermèrent naturellement. « Très bien, Cassien. Maintenant, je vais te demander de penser à tes rêves, ceux dont je m'ai parlé, ceux où tu es dans le grand bâtiment rond. Tu peux me dire où tu es ?» Un long silence s'installa. Puis, la voix de Cassien s'éleva. Mais elle était différente, plus grave, teintée d'un accent que personne ne put identifier. « Je suis dans les souterrains. Ça sent l'urine et la peur. Les autres pleurent. Moi, je prie. » Auréliane sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus la voix de son petit garçon. « Qui es-tu ?»« Marcellus, fils de Gaius. »« Quel âge es-tu, Marcellus ?»« 12 hivers. Bientôt 13, si les dieux me l'accordent, mais je sais qu'ils ne le feront pas. » Le docteur Corvélis échangea un regard rapide avec Auréliane avant de continuer. « Pourquoi dis-tu cela ? » ?»« Parce que Père m'a condamné. Il a choisi Rome plutôt que son sang. Il a choisi son nom plutôt que mon âme. » La voix se brisa légèrement, et Auréliane vit une larme couler sur la joue de Cassien. « Je l'ai vu ce matin, avant qu'il me descende ici. Il était dans les gradins, vêtu de sa toge de sénateur. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Mais moi, je l'ai fixé. J'ai voulu qu'il voie ce qu'il avait fait. Que ressens-tu envers lui, Marcellus ?» Un silence terrible emplit la pièce. Quand Cassien parla de nouveau, sa voix était chargée d'une douleur si profonde qu'elle semblait transcender le temps. « Je le hais. Je hais son avauderie. Je hais sa faiblesse. Mais plus que tout, sa voix n'était plus qu'un murmure déchirant. Plus que tout, je voudrais qu'il me serre dans ses bras une dernière fois et qu'il me dise qu'il m'aime. » Aurélienne ne put retenir ses larmes. Elle serrait la main de son fils, sentant à travers lui la douleur d'un enfant mort il y a près de 2000 ans. Un enfant qui n'avait jamais reçu l'amour dont il avait besoin avant de mourir. Le docteur Corvélis laissa quelques instants s'écouler, permettant à l'émotion de se stabiliser avant de poursuivre. Sa voix restait douce mais ferme, guidant avec précaution à travers ses souvenirs douloureux. « Marcellus, peux-tu me parler de ce qui s'est passé ensuite, après avoir vu ton père dans les gradins ?» Le corps de Cassien se raidit légèrement. Ses petits poings se serrèrent sur les coussins. « Ils ouvrent la porte. La lumière m'aveugle.
Le rugissement de la foule me frappe comme une vague. Il me pousse vers l'arène. Le sable brûle mes pieds nus. Il fait si chaud, une chaleur qui écrase tout. Sa respiration s'accéléra. Je vois les gradins pleins, des milliers de visages. Ils crient, certains réclament mon sang, d'autres pleurent. Les chrétiens sont là, dans les rangs les plus hauts. Ils prient pour moi, mais leurs prières ne peuvent plus rien. Et ton père, le vois-tu ? Oui. La voix de Cassien se brisa. Il est là, au 2e niveau, sa main couvre sa bouche. Il tremble. Je veux crier son nom, mais ma gorge est sèche. Je veux lui dire que je lui pardonne, mais la colère est trop forte. Elle brûle plus fort que le soleil. Le docteur Corvélis nota quelque chose rapidement sur son carnet. La colère, Marcellus. Parle-moi de cette colère. Elle est en moi comme un poison. Elle me consume. Même maintenant, même après tout ce temps, elle est toujours là. Aureliane intervint doucement, incapable de rester silencieuse plus longtemps. Mon chéri, tu n'as plus à porter cette colère. Mais Cassien ne réagit pas à la voix de sa mère. Il était entièrement dans le souvenir, prisonnier d'un passé qui refusait de le libérer. Ils ouvrent la cage. J'entends le lion avant de le voir. Son rugissement fait vibrer ma poitrine. Puis il apparaît, magnifique, terrible. Ses yeux jaunes me fixent. Il sait que je suis sa proie. Le psychiatre maintint sa voix calme malgré l'intensité du moment. Que ressens-tu à cet instant ? De la peur, une peur immense, mais aussi quelque chose d'autre, du soulagement, parce que bientôt, la douleur s'arrêtera. Bientôt, je ne verrai plus le visage de mon père. Bientôt, un sanglot secoua le petit corps de Cassien. Mais avant que le lion n'atteigne ma gorge, avant que tout devienne noir, je fais quelque chose. Je lève les yeux vers les gradins, je cherche mon père, et quand je le trouve, je prononce des mots que je regrette encore. Le docteur Corvélis se pencha légèrement en avant. Quel mot, Marcellus ? Je le maudis. La voix était à peine audible maintenant. Je dis « Père, tu vivras avec ma mort sur ta conscience. Dans cette vie et dans toutes les autres, tu porteras ce poids jusqu'à ce que tu apprennes ce qu'est vraiment l'amour, jusqu'à ce que tu aies le courage de choisir ton enfant plutôt que ton orgueil. » Un silence de plomb s'abattit sur le cabinet. Aureliane était pétrifiée, les larmes coulant librement sur ses joues. Le docteur Corvélis, malgré ses années d'expérience, semblait lui-même bouleversé. Et ensuite, le lion bondit. Je sens ses griffes déchirer ma chair, ses crocs s'enfoncent dans ma gorge. La douleur est indescriptible, mais elle ne dure pas longtemps. Le monde devient rouge, puis noir, et puis... Cassien rouvrit soudain les yeux. Mais ce n'était plus le regard d'un enfant de 12 ans du IIIe siècle. C'était celui d'un petit garçon de 4 ans, désorienté, épuisé. « Maman !» Aureliane le prit immédiatement dans ses bras, le berçant contre elle. « Je suis là, mon cœur, je suis là !» Le docteur Corvélis attendit quelques minutes avant de parler, laissant le temps à Cassien de retrouver pleinement sa conscience présente. Quand il jugea le moment approprié, il s'adressa à Aureliane avec une gravité inhabituelle. « Madame Vesperini, je pense que nous venons de comprendre quelque chose de fondamental. Votre enfant ne porte pas seulement les souvenirs de Marcellus, il porte sa malédiction. Cette colère non résolue, ce pardon qui n'a jamais été donné, c'est ce qui le hante. C'est ce qui crée ses cauchemars. » Aureliane caressa les cheveux de Cassien, qui s'était blotti contre elle. Comment peut-on le libérer de ça ? Le psychiatre croisa les mains, son regard passant de la mère à l'enfant. Pour que Cassien soit libre, Marcellus doit pardonner. Mais pour pardonner, il marqua une pause, semblant hésiter. Il faut retrouver celui qui a été maudit,
Les semaines qui suivirent cette révélation furent parmi les plus difficiles de la vie d'Auréliane. Comment retrouver l'âme d'un homme mort il y a près de 2000 ans ? Comment identifier, parmi les milliards d'êtres humains qui avaient vécu depuis, celui qui portait encore le fardeau de cette malédiction ? L'idée même semblait absurde, démente. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le changement chez Cassien. Depuis la séance de régression, les cauchemars avaient diminué en intensité, mais son fils semblait habité par une tristesse profonde et inexplicable. Il dessinait moins, jouait moins. Parfois, elle le trouvait assis à la fenêtre, fixant l'horizon avec des yeux qui semblaient chercher quelque chose, ou quelqu'un. Un soir, alors qu'elle le bordait dans son lit, Cassien attrapa sa main avec une force surprenante pour un enfant de son âge. « Maman, il est revenu !» Aurélien sentit son cœur se glacer. « Qui est revenu, mon chéri ?»« Mon père d'avant. Je le sens. Il est proche. Il me cherche aussi. » Elle voulut le rassurer, lui dire que ce n'était qu'un rêve, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose résonnait, une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Le lendemain matin, Cassien se réveilla avec une étrange détermination. Il demanda du papier et des crayons, puis s'installa à la table de la cuisine. Pendant plus d'1 heure, il dessinait en silence, concentré comme elle ne l'avait jamais vu. Quand il eut terminé, il poussa la feuille vers sa mère. « C'est lui !» Auréliane prit le dessin d'une main tremblante. Sur le papier, tracé avec une précision troublante, se trouvait le visage d'un homme. Des traits marqués, des yeux sombres empreints de tristesse, une cicatrice fine qui traversait la joue gauche. Et surtout, une expression qu'elle reconnut immédiatement. Une expression qu'elle avait vue des centaines de fois, dans la vraie vie. C'était Damien. Damien Orsini, le père biologique de Cassien, l'homme qu'elle avait quitté 2 ans auparavant. Le dessin lui glissa des mains et tomba sur le sol. Elle dut s'accrocher au bord de la table pour ne pas défaillir. Non, c'était impossible. Damien, le même homme qui n'avait jamais su exprimer son amour pour leur fils, qui restait distant, froid, incapable de créer un lien véritable avec Cassien, le même homme qu'elle avait fui parce qu'elle ne supportait plus cette absence émotionnelle, cette incapacité à s'engager pleinement dans la paternité. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Cassien la regardait avec inquiétude. Auréliane sagement près de lui, prenant son petit visage entre ses mains. « Mon chéri, cet homme que tu as dessiné, tu sais qui c'est ? » ?»« C'est papa. Pas le papa d'aujourd'hui, le papa d'avant, celui qui m'a trahi. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la cuisine. Auréliane comprit alors l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Ce n'était pas une simple coïncidence, ce n'était pas le hasard qui avait réuni Damien et elle, qui avait fait naître Cassien de leur union. C'était quelque chose de bien plus vaste, de plus ancien. Un cycle karmique qui se répétait à travers les siècles. Elle appela immédiatement le docteur Corvélis. « Il faut que je vous voie, maintenant. J'ai compris qui était le père de Marcellus. » 2 heures plus tard, elle était de nouveau dans son cabinet, le dessin de Cassien posé sur le bureau. Le psychiatre l'étudiait avec une attention extrême, levant parfois les yeux vers elle. « Vous en êtes certaine ? » ?»« Absolument. C'est Damien. Je l'ai reconnu immédiatement. Cassien a même dessiné la cicatrice qu'il a sur la joue, une cicatrice qu'il a depuis l'enfance suite à un accident. Comment pourrait-il savoir ça ? Ils ne se sont presque pas vus depuis notre séparation. » Le docteur Corvélis se pala dans son fauteuil, les doigts jointés devant lui. « Madame Vesperini, ce que vous me décrivez confirme une théorie que j'explore depuis des années. Les âmes ne se réincarnent pas au hasard. Elles se retrouvent, vie après vie, pour résoudre ce qui n'a pas été accompli. Votre fils et son père biologique sont liés à un nœud karmique vieux de 2000 ans. Et jusqu'à ce que ce nœud soit défait, ils continueront à se retrouver, encore et encore, reproduisant les mêmes schémas. » Auréliane sentit un vertige la saisir. « Vous voulez dire que Damien et moi, nous nous sommes retrouvés pour que Cassien ait lui fini ce qui a été commencé dans cette arène ?» Oui. Contacter Damien fut l'une des choses les plus difficiles qu'Auréliane ait jamais eu à faire. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois,
leur communication se limitant à de brefs messages concernant les rares visites de Cassien. Damien avait toujours été un père absent émotionnellement, distant, comme si un mur invisible l'empêchait de se connecter véritablement à son fils. Aureliane avait longtemps cru que c'était simplement sa personnalité, son incapacité à exprimer ses sentiments. Maintenant, elle comprenait que c'était bien plus profond. C'était le poids d'une culpabilité ancestrale qui l'écrasait sans qu'il en soit conscient. Elle l'appela un soir, alors que Cassia dormait enfin paisiblement après une journée épuisante. « Damien, il faut qu'on parle. C'est à propos de Cassien. » Sa voix au bout du fil était tendue, méfiante. « Il va bien? Il lui arrivait quelque chose? »« Non, il va... Enfin, c'est compliqué. J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu viennes me voir et que tu acceptes de rencontrer quelqu'un. Un psychiatre. » Un long silence s'installa. « Un psychiatre ? Aureliane, qu'est-ce qui se passe ?» Elle prit une profonde inspiration. « Cassien a des souvenirs d'une vie antérieure. Et tu fais partie de ces souvenirs, Damien. Je sais que ça semble fou, mais je t'en prie, fais-moi confiance. Une seule fois. » Elle s'attendait à ce qu'il raccroche, à ce qu'il refuse catégoriquement. Mais après un silence interminable, il répondit d'une voix étrangement calme. « D'accord. » 3 jours plus tard, Damien Orsini franchissait la porte du cabinet du docteur Corvélis. Aureliane l'observait, troublée par ce qu'elle voyait. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, et dans ses yeux sombres se lisait une fatigue qui allait bien au-delà du physique. C'était une latitude de l'âme. Le docteur Corvélis mena d'abord un entretien seul avec Damien, pendant qu'Aureliane attendait dans la salle d'attente avec Cassien. Quand ils furent rappelés, le psychiatre avait l'expression grave de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de bouleversant. Monsieur Orsini a accepté de se soumettre à une régression hypnotique. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il m'a confié quelque chose de troublant. Depuis l'enfance, il fait le même cauchemar récurrent. Il voit un jeune garçon mourir déchiqueté par un lion et il ne peut rien faire pour l'arrêter. Ce rêve le hante depuis toujours. Aureliane sentit ses jambes se dérober. Elle se tourna vers Damien qui évitait son regard, les mâchoires serrées. La séance commença dans le même environnement épaisant que celui préparé pour Cassien. Damien s'allongea sur le divan, sa respiration profonde traduisait son anxiété. Le docteur Corvélis guida doucement, sa voix calme l'emmenant progressivement dans un état de conscience modifié. « Damien, je veux que vous retourniez à l'origine de ce cauchemar. Qui êtes-vous dans ce rêve ?» Un long silence. Puis la voix de Damien s'éleva mais transformée, plus grave, teintée d'un accent latin. « Gaius Quiberius Maximus, sénateur de Rome. » « Que voyez-vous, Gaius ?»« Je vois mon fils, mon Marcellus. Il est dans l'arène. Je l'ai condamné, moi, son propre père. » La voix se brisa, chargée d'une douleur insoutenable. « Ils m'ont forcé à choisir. Le préfet m'a convoqué. Ton fils est chrétien, m'a-t-il dit. S'il ne renie pas sa foi, tu perdras tout. Ton titre, tes terres, ton honneur. Et il mourra quand même. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Damien. « J'ai choisi ma position. J'ai choisi mon nom. J'ai signé sa condamnation. Et maintenant, je le regarde mourir. Je vois ses yeux me chercher dans la foule. Et quand il me trouve, je vois dans son regard toute la trahison du monde. » Le docteur Corvélis continua doucement. « Que se passe-t-il ensuite ? Le lion bondit. Mon fils tombe. Et avant de mourir, il lève la main vers moi. Je crois qu'il va me bénir, me pardonner. Mais non, il me maudit. Je l'entends malgré le rugissement de la foule. Tu porteras ce poids jusqu'à ce que tu apprennes à aimer. » Un sanglot secoua Damien. « Et depuis ce jour, à travers toutes mes existences, je n'ai jamais pu aimer. Jamais. J'ai eu d'autres enfants dans d'autres existences, mais à chaque fois, quelque chose me bloque, une terreur, la peur de les perdre, la peur de les trahir encore.
Il ouvrit soudain les yeux, sortant brusquement de la transe. Son regard se posa immédiatement sur Cassien, qui était resté silencieux dans les bras d'Aureliane. Père et fils se fixèrent, et dans ce regard partagé, 2000 ans d'histoire se rencontrèrent. « Mon fils », murmura Damien, sa voix brisée, « pardonne-moi. » Le docteur Corvélis avait expliqué à Aureliane et Damien qu'un simple pardon verbal ne suffirait pas. Il fallait un rituel, quelque chose qui permettrait aux deux âmes de se libérer véritablement du cycle dans lequel elles étaient emprisonnées depuis près de 2 millénaires. Un acte conscient, symbolique, qui transcenderait le temps et l'espace. La séance fut programmée pour la semaine suivante, dans une salle spécialement préparée du cabinet. Le docteur Corvélis avait disposé des bougies blanches en cercle, créant un espace sacré. Au centre, 2 coussins se faisaient face. L'atmosphère était chargée d'une énergie palpable, presque électrique. Cassien et Damien entrèrent ensemble, main dans la main. Aureliane les observait depuis le seuil, le cœur battant. Le psychiatre les invita à s'asseoir face à face, les genoux se touchant presque. Il s'installa légèrement en retrait, prêt à guider, mais sans interférer. « Nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir ce qui aurait dû être fait il y a très longtemps, » commença-t-il d'une voix solennelle. « Cassien, Damien, je vais vous demander de fermer les yeux et de respirer profondément. Laissez venir ce qui doit venir. » Dans le silence qui s'installa, on n'entendait que le souffle synchronisé du Père et du Fils. Progressivement, leurs respirations se fondirent en une seule, comme si 2 cœurs battaient à l'unisson à travers les âges. « Cassien, ouvre les yeux et regarde ton père. Non pas Damien d'aujourd'hui, mais Gaius d'autrefois. Parle-lui. Dis-lui ce que Martiellus n'a jamais pu dire. » Le petit garçon ouvrit lentement les yeux. Et dans ce regard innocent d'enfant de 4 ans, brillait la sagesse ancienne d'une âme qui avait traversé les siècles. Quand il parla, sa voix portait un poids qui dépassait son âge. « Père, pendant si longtemps, j'ai porté la colère. Elle m'a consumé dans cette arène et elle a continué à me consumer dans chaque vie qui a suivi. J'ai attendu de te retrouver. J'ai attendu que tu payes pour ce que tu as fait. » Damien gardait les yeux fermés, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Mais aujourd'hui, continua Cassien, je comprends. Tu n'étais pas un monstre. Tu étais juste un homme effrayé, un homme qui a fait un choix terrible parce qu'il ne savait pas comment être courageux. » Le petit garçon tendit ses mains vers son père. Damien les prit, ses grandes mains d'homme enveloppant les minuscules doigts de son fils. « Père, je te libère. Je te libère de ma malédiction. Je te libère de ta culpabilité. » Sa voix de Cassien se brisa, mais il continua bravement. « Et moi aussi je veux être libéré. Je ne veux plus porter cette douleur. Je veux juste être ton fils dans cette vie, sans le poids d'avant. » Ce fut au tour de Damien d'ouvrir les yeux. Dans son regard se mélangeait le sénateur romain brisé par le remords et le père moderne incapable d'aimer. Les 2 hommes séparés par 2000 ans parlaient enfin par la même voix. « mon fils précieux, dans cette vie et dans l'autre, je t'ai trahi. J'ai choisi ma peur plutôt que ton amour. J'ai choisi l'opinion des autres plutôt que ton bonheur. » Sa voix tremblait de sanglots réprimés. « Chaque jour, depuis ta mort dans cette arène, à travers toutes mes vies, j'ai porté ton visage. Je t'ai cherché dans chaque enfant que j'ai croisé. Et quand tu es revenu à moi, dans cette vie, je n'ai pas osé t'aimer, parce que je savais au fond de mon âme que je ne méritais pas ton amour. » Damien attira Cassien contre lui, le serrant dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait auparavant.
Père et fils, réunis à travers les âges, pleuraient ensemble, libérant enfin 18 siècles de douleurs comprimées. « Pardonne-moi, Marcellus, pardonne-moi, Cassien, pardonne à ton père qui n'a jamais su être à la hauteur. »« Je te pardonne, papa, je te pardonne pour tout. » Dans la pièce, quelque chose se brisa. Aurélien le sentit physiquement, comme si une chaîne invisible venait de se rompre. Le docteur Corvélis, témoin silencieux de cette réconciliation transcendante, essuya discrètement ses propres larmes. Les bougies vacillèrent, puis se stabilisèrent. Et dans ce moment suspendu hors du temps, 2 âmes se libérèrent enfin du cycle qui les emprisonnait. Quand ils se séparèrent, Cassien souriait. Un sourire léger, paisible, comme celui d'un enfant qui vient de déposer un fardeau trop lourd pour lui. « Je n'ai plus mal, papa. » Damien caressa tendrement les chevaux de son fils, ses yeux encore rougis, mais emplis d'une lumière nouvelle. « Moi non plus, mon fils, moi non plus. » 6 mois s'écoulèrent. 6 mois pendant lesquels la vie de cette famille se reconstruisit sur des fondations entièrement nouvelles. Cassien ne faisait plus de cauchemars. Les images du Colisée ne le terrorisaient plus. Il continuait à dessiner Rome, mais cette fois avec la curiosité joyeuse d'un enfant passionné d'histoire, non plus avec l'angoisse d'un survivant traumatisé. Damien, pour la première fois de sa vie, était devenu un véritable père. Il venait chercher Cassien tous les mercredis et un week-end sur 2. Ils construisaient ensemble, riaient ensemble, créaient des souvenirs nouveaux qui n'étaient plus pollués par les ombres du passé.